Salut la brigade, salut les entrepreneurs, bienvenue dans la 14e vidéo de la formation gratuite sur YouTube Comment créer son entreprise étape de A à Z. Alors aujourd'hui on va voir tout ce qui est validation financière, donc pour faire vos prévisions financières, et on va voir aussi qu'est-ce qu'un plan de financement, un compte de résultat et un plan de trésorerie. Alors petite information, l'idée c'est de vous faire comprendre tout ce que sont ces tableaux-là, pour que vous ayez déjà une petite idée de à quoi ça sert, comment ça fonctionne, voilà, quelles sont leurs utilités. Donc au sommaire, on va voir pourquoi procéder à la validation financière d'un projet, qu'est-ce qu'un plan de financement, qu'est-ce qu'un compte de résultat et qu'est-ce qu'un plan de trésorerie, donc comme je vous le disais avant, le fonctionnement et leur utilité, quelques conseils pour bien réussir vos prévisions financières et les erreurs à éviter. Donc avant de commencer, je vous rappelle que cette vidéo elle fait partie d'une série de vidéos composant une formation complète totalement gratuite sur YouTube. Donc allez voir la présentation de cette formation pour mieux avant de commencer pour mieux comprendre et allez voir les vidéos précédentes éventuellement si vous avez besoin de tout voir. Vous avez tous les liens dans la description ou dans la petite notification en haut. Donc j'ai pris beaucoup de temps à créer tout ce contenu, alors n'hésitez pas à le partager à toutes les personnes qui veulent se lancer, vous abonner, mettre un j'aime et m'encourager par commentaire. Si vous avez des questions d'ailleurs, vous pouvez aussi les poser par commentaire. Et vous pouvez nous rejoindre sur le groupe privé d'entraide sur Facebook. Vous avez le lien dans la description, comme ça vous pourrez aussi vous poser vos questions directement dessus. Et maintenant on passe sur le support, c'est parti. Pourquoi procéder à la validation financière d'un projet? Alors la validation financière d'un projet, c'est indispensable pour s'assurer de la viabilité de votre projet de création d'entreprise, de la fiabilité aussi et de sa pérennité. Donc c'est également indispensable dans le cas où vous faites appel à vous voulez faire appel à des financeurs extérieurs, donc par exemple des fonds d'investissement ou des banques, vous devrez avoir tous ces tableaux-là, ces validations financières, parce qu'ils vont vous le demander tout simplement. Donc, la validation financière d'un projet, ça consiste à vérifier trois principaux éléments. La première, ça va être tout ce qui est rentabilité de la nouvelle activité, tout ce qui est équilibre financier du projet et la situation de la trésorerie prévisionnelle. Alors, si on détaille un petit peu plus ces trois éléments-là, la rentabilité de la nouvelle activité, ça va être de vérifier que votre chiffre d'affaires, il permet de couvrir les dépenses générées. Donc, en fait, la rentabilité d'un projet, elle peut être vérifiée en construisant ce qu'on appelle un compte de résultat prévisionnel. Ensuite, l'équilibre financier du projet, ça va être de vérifier que l'ensemble des besoins, donc en fait toutes les dépenses que vous allez faire, qui sont nécessaires pour l'activité, pour votre entreprise, elles sont couvertes, enfin ces besoins sont couverts par des ressources, donc en fait des apports que vous avez. Donc les apports, ça peut être ce que vous gagnez ou ce que vous apportez. Donc cet élément, il peut être vérifié en construisant ce qu'on appelle un plan de financement. Donc le plan de financement, il doit être construit initialement au lancement du projet, mais également de manière prévisionnelle. Alors on va le détailler après, mais en fait c'est comme si vous aviez un peu deux plans de financement entre guillemets, c'est-à-dire un initial quand vous lancez le projet et un de manière un peu plus prévisionnelle mois par mois. Et tout ça, ça va vous permettre de projeter l'équilibre financier du projet sur les 3 années après le lancement. Et pour finir, la situation de la trésorerie prévisionnelle, alors celle-ci, elle doit être toujours positive, de préférence. Et pour vérifier cet élément, il faut créer ce qu'on appelle un plan de trésorerie prévisionnel. Donc si la trésorerie elle n'est pas toujours positive, il va falloir revoir votre plan de financement initial de l'entreprise. C'est ce qu'on a vu donc, pour l'équilibre financier juste avant. Ou bien penser à contracter un emprunt bancaire, par exemple, afin de pallier le manque d'argent temporaire. Parce qu'évidemment, si ce n'est pas positif, ça va vous poser des soucis pour développer votre entreprise. Alors, qu'est-ce que le plan de financement? Donc, quel est son fonctionnement et quelle est son utilité? Donc, comme indiqué précédemment, les plans de financement, parce qu'il y en a plusieurs, ils permettent de s'assurer que l'ensemble des besoins du projet de création d'entreprise, ils sont couverts par des ressources. Donc, dans un premier temps, vous avez le plan de financement initial, qui permet de s'assurer que les coûts de lancement de l'activité en fait, sont financés par des apports suffisants. Alors ça peut être des apports personnels, c'est-à-dire ce que vous apportez, ou ça peut être des financements extérieurs. Alors si vous voyez sur le petit tableau ici, vous voyez que là on a à gauche les besoins et à droite les ressources. Donc à gauche les besoins avec les investissements, donc frais de démarrage, investissement incorporel, on va un peu le détailler après, le besoin en fonds de roulement et le trésorerie de démarrage, et les ressources à droite, donc les fonds propres et les fonds empruntés. Et donc il faut que le total des besoins il soit égal au total des ressources. Au moins. Après, si vous avez plus de ressources que de besoins, c'est encore mieux. Donc, les besoins, qu'est-ce que c'est exactement? Ça va être l'ensemble des investissements à réaliser
au départ. Donc ça va être les frais de démarrage de l'activité. Donc par exemple, si vous avez l'achat de matériel, des loyers, des assurances, des frais divers, bah, ça il faut le calculer. Ça va être ce qu'on appelle les investissements incorporels aussi. Alors ça peut être tout ce qui est dépôt de brevet, l'autorisation de création d'entreprise si vous en avez besoin, ou de démarrage d'activité. Il y a certaines activités qui demandent des autorisations ou des choses à avoir et donc qu'on va devoir payer. On a aussi tout ce qui est investissement corporel. Alors les investissements corporels, ça va être les achats de véhicules par exemple, si vous avez besoin, ou la construction d'un bâtiment, ok, pourquoi pas. Et les investissements financiers, bah, ça va être tout ce qui est emprunt bancaire par exemple à couvrir. Ensuite, on a le besoin en fonds de roulement. Donc en fait, c'est le temps qui s'écoule entre le paiement des fournisseurs et l'encaissement des clients qui doit être pris en compte et il doit être couvert par un apport. Ah oui, forcément, quand vous payez vos fournisseurs et vous recevez de l'argent des clients, bah, il y a toujours un petit temps entre les deux. Donc ce besoin en fonds de roulement, il faut toujours l'avoir parce que ça doit couvrir ces dépenses-là pendant le temps où vous êtes en négatif, ça doit le couvrir. Et vous avez tout ce qui est trésorerie de démarrage, évidemment. Les ressources, ça va être les fonds propres, comme je vous le disais, apportés par vous, donc par le créateur d'entreprise, et les fonds empruntés à des investisseurs extérieurs. Donc ça peut être par exemple des fonds d'investissement, des banques. Après, il peut y avoir aussi tout ce qui est crowdfunding, etc., hein. Là, je ne détaille pas tous les types de possibilités que vous avez en termes de financeurs, mais voilà, ça peut être ces choses-là. Donc les ressources doivent toujours couvrir les besoins. Et donc le plan de financement initial, ça permet à l'entrepreneur de s'assurer, de vous assurer que vous disposez des ressources nécessaires pour lancer votre activité correctement sans vous mettre en difficulté. Donc l'idéal, c'est de posséder quand même une trésorerie de départ afin de pouvoir pallier aux éventuels imprévus qui peuvent arriver, parce que forcément, vous avez toujours des imprévus. On a donc ensuite le plan de financement prévisionnel, donc après le plan de financement initial. Donc ce tableau, il va s'intéresser plutôt, il intéresse davantage les investisseurs extérieurs, puisque ça permet en fait de connaître précisément les ressources nécessaires à la structure, donc à votre société, afin de financer l'exploitation dans les 3 ans à venir. Donc ce tableau, il permet d'anticiper les besoins en financement dans les 3 ans qui suivent, en fonction des hypothèses d'activité que vous allez envisager. Parce qu'évidemment, vous allez faire plusieurs hypothèses. On a souvent des hypothèses un peu optimistes et des hypothèses un peu plus, on va dire, pessimistes ou réalistes. Voilà, il y en a qui diraient pessimistes, d'autres réalistes. Bon, après, c'est à vous de voir comment vous voulez appeler ça. Donc, vous voyez que ce tableau-là, on a les besoins durables, les ressources durables. À chaque fois, on a un peu le détail de tout ce qu'il faut. Et on a N, N plus 1, N plus 2. Voilà, donc ça permet d'avoir l'année en cours, l'année plus 1 et l'année plus 2, ce qui fait les 3 prochaines années. Donc en fait, l'exercice pour créer ce tableau, c'est globalement similaire au plan de financement initial. Sauf que c'est projeté dans le temps, comme je vous le disais, année après année. Donc un des éléments nouveaux de ce tableau, et qui est le plus important, c'est la capacité d'autofinancement. Alors qu'est-ce que c'est? La capacité d'autofinancement, ça correspond aux bénéfices après impôt. Donc on verra ça après avec le compte de résultat, auxquels sont ajoutées les dotations aux amortissements, s'il y en a. Donc, il s'agit donc de la résultante de l'activité nouvellement créée année après année qui permet, si elle est positive, de financer les besoins de l'activité. Donc en fait, si vous avez des nouveaux investissements, des remboursements d'investisseurs, voilà. Alors, je vous dirai un peu les conseils pour faire ce genre de choses, mais évidemment, là, quand je vous en parle comme ça, on peut se dire, ok, je ne comprends rien. Soyez pas étonnés, c'est normal. C'est, voilà, même si des fois, je peux même utiliser des termes qui ne sont pas forcément très clairs pour vous. Alors, n'ayez pas peur, c'est tout à fait normal. Si vous voulez, vous avez des modèles sur Internet qui peuvent vous aider à faire ça et vous expliquer encore plus en détail ce que vous devez mettre. Vous avez aussi des personnes qui peuvent vous accompagner. Parce que de toute façon, sur cet aspect-là, le faire tout seul quand on ne connaît rien, bon, concrètement, moi je pense que c'est difficile. C'est pas impossible, mais c'est plutôt difficile parce que c'est normal, c'est des choses qu'on ne connaît pas. Donc le plan de financement, tout comme le compte de résultat prévisionnel et le plan de trésorerie prévisionnel, c'est des constructions faites à partir d'hypothèses, n'oubliez pas ça. Et c'est assez rare, même, d'ailleurs, il y en a même qui disent que c'est jamais la réalité, mais ce qui est un peu vrai au final, hein, parce que ça reste que des hypothèses. De toute façon, quand vous allez être sur le terrain, au bout d'une année, 2 années, ça va tellement évoluer, votre activité va évoluer, les clients vont évoluer, l'économie va évoluer, enfin bref, il y a plein de constantes qui vont faire que votre activité va forcément évoluer. Donc toutes les hypothèses que vous faites, n'oubliez pas que ça ne reste que des hypothèses. Vous ne serez jamais dans la réalité, c'est jamais ce qui se passera exactement. Ou sinon, vous êtes dans les 0,001%. Donc
voilà, faites des projections intéressantes et ça vous, en fait, avoir ces projections, bah, ça vous permet une meilleure compréhension des enjeux qui sont liés à votre activité. Donc maintenant, le compte de résultat, quel est son fonctionnement et son utilité? Donc, le compte de résultat, c'est un état financier à établir afin de connaître le résultat net, donc que ça soit un bénéfice ou une perte d'ailleurs, pas forcément un résultat net positif, ça peut être aussi une perte, de votre entreprise, et ça permet de comprendre les éléments qui permettent d'arriver à ce résultat. Donc l'objectif, c'est de prouver la rentabilité de l'entreprise à de potentiels financeurs, parce qu'évidemment, c'est ça qui va les intéresser quand même, et c'est l'un des tableaux les plus importants de la partie financière d'un business plan parce que ça reprend l'ensemble des produits et des charges budgétisées, exercice après exercice. Donc en fait, année après année, afin d'obtenir le résultat prévisionnel. Si on détaille un petit peu, enfin si on regarde le tableau, vous voyez que vous avez le produit, les produits en haut, donc avec le chiffre d'affaires plus les autres produits, ça fait le total des produits. Ensuite, on a les charges, je vais détailler un petit peu après. Donc les charges avec par exemple achat consommé de marchandises, les charges externes, les charges de personnel, bah oui si vous avez des salariés, les impôts, les charges financières, les dotations aux amortissements, ça vous fait le total des charges. Et donc le total de produits, il doit être égal au total des charges, égal c'est le résultat avant impôt, moins les impôts, on a le résultat net. Vous voyez que ce tableau il est quand même assez simple à comprendre, j'ai essayé de faire le plus simple possible. Donc si on détaille un peu ces éléments, à partir desquels sont construits votre compte de résultat. Donc tous ces éléments, déjà, ils doivent être remplis hors taxe. Ok, alors c'est vrai que c'est une habitude à prendre. Si vous avez jamais créé d'entreprise, on a tout le temps, nous, en tant que consommateurs, l'habitude de voir des prix en TTC, donc en toute taxe comprise. Là, ça va être des éléments qui sont hors taxe. Ok, donc voilà, faut bien prendre ce réflexe-là. Et d'ailleurs, quand vous allez être entrepreneur, au bout d'un moment, ça va être un réflexe, vous parlerez toujours en hors taxe. Au départ, ce n'est pas toujours le cas. Euh, donc, le total, vous avez le total des produits, ça se constitue du chiffre d'affaires et éventuellement des autres produits générés par l'activité. Ok, donc si vous en avez d'autres. Ensuite, vous avez le total des charges. Donc ça reprend les achats de marchandises. Ça peut être les charges externes, ça va être les charges de personnel, ainsi que les impôts et différentes taxes que vous aurez sur votre activité. Pour les éléments, il y a des éléments un peu moins évidents. Vous avez des charges financières qui résultent d'emprunts bancaires qui auraient été contractés. Donc en fait, les charges financières, ça, c'est si vous avez un emprunt bancaire, forcément, vous allez avoir des intérêts d'emprunt et donc ça vous fera des charges financières. Et les dotations aux amortissements, ça représente l'amortissement d'investissement sur un certain nombre d'années. Donc en fait, lorsqu'un achat est considéré comme un investissement, sa valeur d'achat, elle n'est pas considérée comme une charge dans le compte de résultat, mais elle sera répartie sur 3 ans, 5 ans, 10 ans sous forme de dotation aux amortissements. Pardon. Par exemple, si vous achetez un ordinateur, c'est exactement ça. C'est-à-dire que vous allez l'amortir sur plusieurs années, et donc ça va rentrer dans vos dotations aux amortissements. Donc le résultat net obtenu permet de statuer sur la rentabilité de votre entreprise sur une période donnée. Alors petite remarque, le compte de résultat, ça peut également permettre de calculer le seuil de rentabilité, qui représente en fait le montant minimal de vente à atteindre pour faire face aux charges, et donc que le projet commence à être rentable. Donc c'est ça aussi qui est bien, c'est que ça vous permet d'avoir des chiffres et ça vous permet de vous dire, bah ok, j'ai besoin de faire combien de ventes de mon produit, de mon service, ou de mes produits ou de mes services, pour que ça commence à devenir vraiment rentable. Donc le moment où ce seuil de rentabilité il est atteint, donc c'est ce qu'on appelle en fait le point mort. Ok, donc voilà, le point mort, c'est on a atteint ce seuil, donc c'est bon, on est au point mort, c'est-à-dire qu'on n'est pas en négatif, on n'est pas en positif, mais on a atteint l'équilibre. Maintenant, le plan de trésorerie. Alors, le plan de trésorerie, c'est le dernier élément que vous allez construire pour valider financièrement votre projet de création d'entreprise. Donc, en fait, ça récapitule et compare les encaissements et décaissements de votre entreprise mois après mois afin d'obtenir le solde de trésorerie annuel, mensuel, pardon. Ce solde cumulé, il permet de rendre compte de la situation de l'entreprise, en fait, de l'entreprise. Et si ce solde cumulé il est systématiquement positif, en fait, l'équilibre financier de l'entreprise, il est assuré. Alors, évidemment, souvent, au départ, dans les premiers mois, voire les premières années, le solde n'est pas toujours positif. C'est souvent négatif et puis après, ça devient positif. Oui, parce que des fois, il y a des activités qui demandent beaucoup d'investissement. Le temps que ça se lance, qu'on ait des clients, etc., on ne va pas être toujours positif direct. Ça serait un peu utopique. Donc le plan de trésorerie permet également de s'assurer que votre structure elle pourra bien faire face aux décaissements prévus. Donc les décaissements, c'est les dépenses que vous allez faire dans les temps à venir. Ok, donc ça permet d'évaluer la capacité de l'entreprise à financer son propre développement en fait. Et alors par contre, un plan de trésorerie, ça se remplit en TTC et pas en hors taxe. Voilà, des fois, c'est c'est assez drôle. Il nous facilite la vie.
Donc vous voyez là, le petit tableau, on a les encaissements avec recettes hors exploitation, exploitation, donc total des encaissements. On a le total, on a tout ce qui est dépenses, donc décaissement. Et ensuite, bah, on a le solde du mois et le solde cumulé. Voilà, donc c'est un tableau encore très simplifié, mais ça permet de comprendre un peu le fonctionnement global. Donc globalement, au contraire du compte de résultat, qui peut prendre en compte des éléments fictifs tels que des dotations aux amortissements, le plan de trésorerie, lui, il reflète les entrées et sorties réelles d'argent. Ok, donc il inclut par exemple l'argent obtenu lorsqu'on souscrit un emprunt bancaire, également le remboursement du capital de l'emprunt, et pas simplement que ses intérêts comme dans le compte de résultat. Ouais, donc vous voyez que c'est pour ça que je lui disais qu'il faut se faire un peu accompagner parce qu'il y a quand même des petits trucs. Là, il faut qu'on prenne tout le remboursement du capital de l'emprunt, alors que dans le compte de résultat, on va prendre que les intérêts. Voilà. C'est pas toujours simple à comprendre, entre guillemets. Donc il faut noter que si le solde cumulé de trésorerie de votre plan de trésorerie prévisionnel il est négatif, euh, il faut soit revoir le plan de financement initial de l'entreprise, soit augmenter les fonds propres si possible, ou bien penser à un emprunt bancaire afin de compenser les décaissements trop importants. Voilà, bon, je vous disais, des fois ça peut être négatif. Oui, donc après il faut essayer de trouver des solutions, soit en voyant votre plan de financement initial, soit faire un emprunt bancaire pour pallier à à ces fortes dépenses en fait pour être dans le positif. Quelques conseils pour bien réussir vos prévisions, enfin ces prévisionnels financiers. Euh, voilà, c'est des conseils un peu personnels, mais le premier, ça va être de vous faire accompagner par des professionnels. Voilà, aller chercher des modèles sur Internet, peut-être éventuellement dans un premier temps, pour commencer à vous familiariser avec tout ça. Mais surtout, vous faire accompagner par des professionnels, des experts comptables ou non, des personnes qui font de la formation, la création d'entreprise dans ce domaine-là. Mais clairement, il faut quelqu'un qui est habitué à ce genre d'exercice parce que vous voyez que c'est pas du tout simple à comprendre, surtout quand on n'a jamais vu ça. Et même quand on l'a vu, il y a toujours des petites subtilités. Donc ça vous évitera de perdre du temps et surtout de tomber dans des pièges un peu classiques dans lesquels tout le monde tombe. Avoir aussi une étude de marché qui est un peu soignée. Alors, vous pouvez aller voir ma vidéo sur l'étude de marché, parce que moi je vous disais, ouais, bon, une étude de marché c'est bien, mais au bout d'un moment, ça a ses limites. Alors évidemment, ça a ses limites, mais il faut bien comprendre que selon les projets, il y a des projets pour lesquels l'étude de marché n'est pas forcément nécessaire, entre guillemets, parce que bah, c'est dans le sens où on peut tester rapidement, on peut avoir des retours et voir déjà si un produit ou un service, il intéresse vraiment des clients. Donc dans ce sens-là, c'est super. Par contre, si vous voulez faire des tableaux financiers comme ça, il va forcément avoir une étude de marché un peu travaillée, parce qu'en fait, ça va vous permettre d'avoir des chiffres concrets à mettre dans vos tableaux. Donc c'est toujours important de faire une bonne étude de marché parce que bah, vos tableaux comme ça, ils seront beaucoup plus cohérents vu que vous aurez des chiffres qui sont plus proches de la réalité, entre guillemets. Ensuite, vous devez justifier toutes les hypothèses que vous allez faire. Donc, comme je vous disais, vous allez faire c'est beaucoup d'hypothèses, hein, tous ces tableaux-là. Donc, il ne faut pas hésiter à aller dans le détail et d'expliquer pourquoi vous faites ces hypothèses-là. Vous ne pouvez pas dire, OK, bah, mon chiffre d'affaires, il sera de 50 000 euros sans vous poser la question, bah, par exemple, quel produit vous allez vendre, quelle quantité vous allez vendre, à quel prix, etc. Avec, tout est lié parce que vous faire à 50 000 euros de chiffre d'affaires, OK, pourquoi pas, mais si vous vendez que des produits à 1 euro, vous voyez que là, ça veut dire qu'on a besoin d'en vendre 50 000. Et bon, bah, selon le produit que vous vendez, est-ce que c'est atteignable ou pas? Donc il faut se poser quand même ces questions-là et il faut les justifier. On ne peut pas dire, bah, ok, pour mon tableau, je vais mettre que je vais faire 100 000 et comme ça, je suis dans le positif. Bah non, c'est trop facile. Donc il faut que votre offre elle soit cohérente avec ce qu'il y a sur le marché. Donc c'est pour ça que c'est bien aussi d'avoir une étude de marché. Et est-ce que ça sera possible de vendre autant de produits que vous pensez ou de services pour atteindre ce chiffre d'affaires? Donc il faut toujours expliquer au maximum les hypothèses que vous faites pour les justifier tout simplement. Parce que sinon, comme je vous disais, vous faites des tableaux, vous mettez les chiffres que vous voulez, et puis comme ça, vous faites plaisir aux banquiers. Sauf que derrière, votre activité, elle va pas décoller. De toute façon, les investisseurs, les banquiers, peu importe le type d'investisseur, ils vont vous demander d'expliquer vos hypothèses. Ils vont vous dire, OK, pourquoi vous avez mis ce chiffre-là? D'où ça sort? Qu'est-ce que c'est? Ils vont pas vous dire, eux, ils veulent pas juste que le tableau soit très joli, ils veulent comprendre aussi pourquoi. Surtout quand ils prêtent de l'argent, en général, ils veulent vraiment bien comprendre pourquoi. N'hésitez pas à vous baser sur des devis ou des estimations qui sont fiables. Donc ça, voilà, quand vous avez des dépenses et des investissements à faire, vous pouvez essayer d'estimer en essayant de faire des devis ou demander des estimations. Voilà, ça évite d'avoir des mauvaises surprises.
Adoptez aussi une démarche itérative. Donc réalisez les prévisionnels financiers, vous allez les analyser, les comprendre, les ajuster, les analyser à nouveau, les comprendre. Bref, vous voyez que ça ne va pas être quelque chose de figé. C'est quelque chose qui évolue au fur et à mesure du temps, entre guillemets. Parce que forcément, votre entreprise, elle évolue, ou votre idée d'entreprise, elle évolue, votre idée de quel service, de quel produit, elle évolue, de combien vous allez le vendre, etc. Donc tout ça va jouer aussi sur tous vos tableaux financiers. Et réaliser des études ce qu'on appelle des études de sensibilité. Donc ça permet de se rendre compte de la sensibilité qu'ont certaines hypothèses sur des prévisionnels construits. Parce qu'en fait, certaines hypothèses, lorsqu'elles sont modifiées, elles impactent bien plus vos résultats que d'autres hypothèses. Donc réaliser des études de sensibilité, ça permet de s'en rendre compte en fait, et il faut alors s'assurer que ces hypothèses impactantes, elles sont cohérentes et basées sur des informations aussi fiables que possible. Les erreurs à éviter, la première, ça va être de ne pas suivre les conseils que je vous ai donnés juste avant. Ça va être aussi oublier des éléments primordiaux dans les prévisionnels. Donc pour éviter cette erreur, bien vérifier que vous avez pris en compte déjà tout ce qui est investissement, les charges, donc ça va être le petit matériel, loyer, frais bancaires, assurance, la rémunération et les cotisations sociales du dirigeant, celles des salariés si vous en avez éventuellement, les intérêts d'emprunt, les impôts et les taxes, alors la TVA notamment, et ne pas être assez conservateur. Donc en fait, le fait de réaliser un prévisionnel financier, ça vous permet de vous rendre compte qu'en boostant quelques hypothèses, ça sera facile de devenir millionnaire. Ce que je vous disais, c'est que vous pouvez changer un peu les chiffres comme ça, changer quelques hypothèses, et là vous dites, ok, super, je vais devenir millionnaire, ça va déchirer. Sauf que il faut rester quand même mesuré ou conservateur, entre guillemets, euh, et augmenter vos charges, diminuer votre chiffre d'affaires prévisionnel afin d'être en mesure de réagir si les imprévus ils arrivent. C'est ce que je vous disais un peu tout à l'heure, c'est-à-dire que il y a plusieurs hypothèses. Il y a toujours une hypothèse où, ok, c'est l'hypothèse super, tout se passe bien, c'est génial, cool. Il y a une hypothèse un peu neutre et une hypothèse un peu plus basse. Voilà, j'aime pas dire pessimiste ni réaliste d'ailleurs, parce que j'aime pas trop cette notion de réaliste, parce que la réalité que vous voulez, c'est celle que vous voulez créer. Ça, c'est un autre problème, mais ce que je veux dire, c'est que voilà, faut être conservateur, on va dire ça comme ça, et il faut vous dire, ok, je vais quand même faire des hypothèses où j'ai plus de charges, mon chiffre d'affaires il diminue, parce qu'une entreprise, c'est comme ça que ça marche. Ça peut, on ne sait jamais ce qui peut se passer. Voilà, là, à l'heure où je tourne cette vidéo, il y a beaucoup de business qui ont des soucis à cause de ce qui se passe par rapport à la crise, et en fait, elles n'avaient pas imaginé ça, donc. Peut-être que quand elles ont fait leur plan financier, etc., il y en a qui se sont dit, ok, je vais quand même prévoir quelque chose où c'est un peu la catastrophe, entre guillemets, et j'ai plus je vends beaucoup moins, enfin, je sais pas, je réduis de 75% de mes ventes, j'ai des charges et tout, qu'est-ce qui va se passer? Donc, ce que je veux dire, c'est essayer vraiment d'avoir plusieurs hypothèses, plus ou moins positives, et voilà. En fait, mieux vaut un prévisionnel conservateur et raisonnable, qui permet de lancer une entreprise dans de bonnes conditions. Après, si ça se passe mieux que ce que vous avez prévu, c'est génial. Qu'un prévisionnel qui est trop ambitieux et qui va se casser la figure 3 mois plus tard quand les premiers imprévus ils vont arriver en fait. Sachant que de toute façon, vous aurez des imprévus, donc ça sert à rien d'être. Enfin, il faut être ambitieux, mais c'est quand je vous dis ambitieux, un prévisionnel ambitieux, c'est dans le sens prévisionnel beaucoup trop positif et dans lequel vous mettez des chiffres qui sont vraiment quand même de l'ordre un peu du rêve. Voilà, maintenant vous avez un petit peu mieux compris, j'espère, tout ce qui est validation financière et surtout qu'est-ce que tous ces tableaux-là, donc les plans de financement initial, prévisionnel, le compte de résultats, etc. Euh, L'idée, encore une fois, c'était de vous faire comprendre un peu le fonctionnement global. Ok, évidemment, dans une vidéo comme ça, vous n'allez pas pouvoir le faire tout de suite. Après, n'hésitez pas à aller chercher des modèles de business plan, partie financière sur le sujet, parce qu'il y en a des très bien sur Internet et ça permet vraiment déjà de comprendre ce qu'on doit mettre, parce que dans ces business plans en général, dans ces modèles, alors souvent ils sont payants pour être bien, mais ils vous disent un peu quoi mettre. C'est-à-dire, ok, vous avez le loyer, vous avez ça, et donc c'est beaucoup plus facile à remplir. Euh, Dans la prochaine vidéo, je vais vous parler de tout ce qui est recherche de financement. Donc ça tombe bien parce que là, on en a besoin pour ces tableaux-là. Donc ça va être quel type de financement vous pouvez avoir. Donc les banques, les fonds d'investissement, mais il y a aussi d'autres choses que vous pouvez, d'autres personnes ou d'autres organismes que vous pouvez aller chercher pour trouver des financements.
Alors, si vous avez des questions, si vous voulez échanger avec moi, n'hésitez pas à laisser un commentaire, à venir aussi sur le groupe privé d'entraide sur Facebook. Encore une fois, vous avez le lien dans la description. Et surtout, partagez les vidéos à ceux qui veulent se lancer. Abonnez-vous et cliquez sur la petite cloche pour être alerté des prochaines sorties vidéo de cette formation gratuite. On est bientôt à la fin. Et ben, je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo.